Bonjour et bienvenue au Rendez-vous Biblio. Je suis en compagnie de Marie-Christine Chartier, une ancienne athlète de haut niveau en tennis, devenue autrice. Au courant des 4 dernières années, elle a publié 4 romans à succès, L'allégorie des truites arc-en-ciel, Tout comme les tortues, Le sommeil des loutres et La floraison des nénuphars. Marie-Christine, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Si on se fie uniquement au titre de tes livres, on pourrait être porté à croire qu'il s'agit de romans sur les animaux ou les plantes, mais c'est pas ça du tout. Non. C'est des romans qui traitent de l'amitié et de l'amour. Oui. On va en discuter un peu plus amplement plus tard. Pour l'instant, parlons du cheminement qui t'a amené ici, parce que tu as quand même un passé prestigieux. Tu as joué au tennis professionnellement. Presque professionnellement, on peut dire ça comme ça, mais prestigieux. Merci, c'est gentil. En fait, j'étais assez haut niveau toute ma carrière jusqu'à l'âge d'environ 16 ans. Puis après ça, c'était le temps pour moi de décider est-ce que je voulais aller être professionnelle ou si je voulais aller aux États-Unis pour faire mon bac puis avoir un scholarship. À cette époque-là, il y avait un petit peu moins d'options. Une fois qu'on sortait du secondaire, il n'y avait pas le Centre national à Montréal qui pouvait nous aider à voyager. Ça coûtait quand même cher. Puis une fois que tu fais de l'argent sur le circuit aussi, tu peux pas aller faire des études aux États-Unis. Fait que moi, j'ai choisi l'option d'aller avoir ma bourse d'études, d'aller étudier aux États. Donc, je suis partie, j'avais 16, 17 ans. Puis après ça, j'ai fait ma carrière là-bas universitaire, puis éventuellement, j'ai fini par revenir. Oui. Qu'est-ce que tu as étudié là-bas? J'ai fait un bac en psychologie. Okay. Ouais. Et quand tu es revenue à Québec, ouais. Tu as fait une maîtrise en psychoéducation aussi? Oui, psychopédagogie. Dans le fond, c'est que je suis revenue, j'ai passé 6 ans là-bas, aux States. Je suis revenue après, puis je suis originellement de Repentigny. Je suis allée faire ma maîtrise à Québec en psychopédagogie. C'était en psycho du sport, en fait. Fait que je travaillais sur les étudiants athlètes en contexte de sport universitaire pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient développer comme habileté de vie dans le contexte du sport universitaire. Fait que j'ai fait une maîtrise là-dessus. J'ai entamé un doctorat, puis après ça, j'ai commencé à écrire des livres. Fait que le doctorat a un peu pris le bord éventuellement. OK. Et à la base, qu'est-ce que tu souhaitais faire avec ton diplôme? Ça, c'est une bonne question. Je pense que des fois, on accumule les diplômes parce qu'on ne veut pas trop penser à ce qu'on va faire éventuellement avec ça. Mais j'aurais aimé ça enseigner à l'université. Ça, c'est certain que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire puis qui a été un petit deuil même, je dirais. Mais j'étais beaucoup intéressée par le contexte du sport. Puis après ça, plus que c'est allé, plus que j'étais intéressée par la place des femmes dans les postes de leadership sportif en sport. Fait que je voulais me concentrer sur ces enjeux-là. Peut-être enseigner à l'université. J'ai enseigné un petit peu dans le cadre de mon doc, un cours d'équité notamment. Donc, c'était vers ça que je m'enlignais avant de savoir plus que ma carrière allait se cimenter plus en écriture. Là. OK. Donc, quand est-ce que tu as ressenti ta passion pour le tennis pour la première fois? Bien, comme tous les jeunes, est-ce qu'on ressent une passion pour un sport ou est-ce que nos parents nous poussent vers certains sports en disant « Tu vas aimer ça? » Mes parents étaient des grands fans de tennis. Fait que j'ai commencé très jeune, j'avais 5 ans. Je pense que j'avais plus une passion pour compétitionner que pour nécessairement le sport en tant que tel. Je l'ai développé plus tard, mais j'aimais ça, faire des points, faire des sets, gagner. J'étais bien compétitive, ce qui est jamais parti. Donc, très, très tôt, là, vers 5 ans, j'ai commencé le tennis, puis j'ai pas arrêté jusqu'à après être revenue des États-Unis. OK. Et ta passion pour l'écriture, quand est-ce que tu l'as ressentie? Honnêtement, je pense que c'est pas mal en même temps. J'écrivais pas, évidemment, à 5 ans, mais raconter des histoires, ça a pas mal été la constante qui m'a suivie toute ma vie. J'écrivais en anglais quand j'étais aux États-Unis. Pour moi, écrire des histoires, c'est toujours resté quelque chose que je faisais. J'écrivais des livres quand j'étais au secondaire. J'écrivais des livres historiques. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, c'était des trucs qui étaient basés dans les années 1600. C'était pas historique. Il y avait pas de recherche qui avait été là-dedans, mais j'étais un peu fascinée par les trucs de cap et d'épée. Puis j'écrivais ça au secondaire. Puis après ça, tranquillement, les histoires ont commencé à faire... à être un peu plus sensée, à être plus recherchée. Puis c'est ça, j'ai passé de français à anglais, à revenir au Québec, à réapprendre mon français, recommencer à écrire. Puis c'est devenu plus sérieux. Une fois à la maîtrise, là, c'est devenu plus sérieux comme carrière. Et dans quel contexte est-ce que tu as reçu la bourse pour aller étudier aux États-Unis? Bien, en fait, c'est quand c'est ça, moi, je performais bien au niveau national. J'avais fait des tournois au niveau international. Donc, rendu à ces âges, en tout cas dans mon temps, comment que ça fonctionnait, c'est que tu envoyais soit des vidéos de toi avec des CV de ce que tu avais fait à différentes universités qui recrutaient.
où les universités venaient te recruter. Donc, il y avait un peu des deux qui se passaient. Puis, éventuellement, j'ai décidé sur une des universités qui était Iowa State. Puis, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Mais j'avais toujours su que c'était quelque chose que je voulais faire. Tu sais, c'était comme les deux avenues possibles, être pro ou aller à l'université. Puis, on était beaucoup de joueuses et joueurs à faire ça dans ces années-là. Puis encore aujourd'hui, je pense que ils font encore ça. C'est vraiment une belle expérience. Mm. Et est-ce que ça a été difficile pour toi de jongler deux passions, le tennis, l'écriture? Non, parce que je pense qu'un est venu après l'autre. J'écrivais, mais j'écrivais pas avec en tête de faire publier. J'écrivais vraiment pour moi parce que ça me faisait plaisir, parce que ça me divertissait, ça me sortait de mes études ou le sport ou peu importe. Puis il y a eu comme la fin d'une vie qui était le sport, puis il y a eu le début d'une autre vie qui était plus la création. Puis je pense que je l'ai fait dans le bon ordre, au sens où tu peux commencer à écrire ou à créer un peu à n'importe quel âge, mais tu peux pas jouer au tennis à un niveau assez élevé. Tu peux pas commencer ça à 25 ans. Mm-hmm. Donc, ça a suivi le cours logique des choses, mais c'est jamais deux passions qui se sont comme... Il n'y a pas eu de compétition entre les deux passions. J'ai vraiment vécu une à fond, puis après ça, l'autre. OK. Ouais. Et comment t'es venue l'idée d'écrire ton premier roman? Ben, en fait, c'est que je me disais toujours que j'allais être prof d'université, puis qu'éventuellement, quand j'aurai ma maison sur l'île d'Orléans, tu sais, je suis très... je rêvasse, mais je me disais, rendu là dans ma vie, peut-être à 50, 60 ans, j'écrirais un roman. Puis, mais ça restait avec moi, ce désir de le faire, puis éventuellement, c'est juste ma mère qui me dit, arrête d'en parler, puis fais-le. Écris un roman, essaie de le faire publier, puis si ça fonctionne pas, tu pourras chialer. Mais d'ici à ce que tu aies fait le projet au complet, comme juste mets-y l'effort que tu mets dans les autres aspects de ta vie, puis tu verras bien ce que ça va donner. Alors, c'était un très bon conseil. En effet. Et je terminais ma maîtrise au moment où j'ai écrit mon premier roman, L'allégorie détruite arc-en-ciel, puis je me suis comme un peu donné des récompenses. Donc, c'était vraiment l'été de rédaction de mon mémoire. Puis je m'assoyais au café, le même café. Tous les matins, j'écrivais mon mémoire, puis si j'avais bien travaillé, bien, je pouvais écrire mon roman l'après-midi. C'était un peu comme ça que je me suis motivée. Donc, c'était une récompense pour vraiment, toi d'écrire. vraiment. Okay. Si j'avais pas bien travaillé, je le faisais pas. Je suis pas très fine avec moi-même. Mais ça a été très, très assidu pendant, disons, de avril-mai à septembre. J'ai travaillé autant sur mon roman que sur mon mémoire, puis personne n'a lu mon mémoire, je pense. Il y a quelques personnes qui ont lu mon roman. Ah, plus que quelques personnes, c'est un best-seller, n'est-ce pas? Oui, je perds les chiffres, mais disons qu'il est multiple best-seller. C'est quand même... Il se vend encore très bien, c'est le fun à voir. Tu sais, 4 ans plus tard, je reçois mes rapports de redevance, puis je vois qu'on continue d'avoir une belle progression dans les ventes, puis les gens découvrent encore l'histoire. Tu sais, même si pour moi, il y a 4 romans, mais il y a encore plein de monde qui le découvre encore aujourd'hui, ce que je trouve qui est vraiment le fun. Donc, parlons-en de l'allégorie détruite arc-en-ciel. Comment as-tu choisi le sujet du livre? Mais c'était vraiment une histoire. J'ai l'impression que ça faisait tellement longtemps que je voulais écrire. Puis en plus, j'étais dans un moment de ma vie où je datais, puis c'était compliqué, puis ça fonctionnait pas. Puis je pense que j'avais cette espèce de douleur de notre génération de dating qui me brossait en dedans. Puis j'ai eu envie d'écrire une histoire sur l'amitié. Pour avoir eu des amitiés avec des gars très fortes dans ma vie, dans les livres, c'est pas ma vie, c'est pas une autofiction, c'est pas je suis pas Cam, j'ai pas un Max, mais j'ai des amitiés très fortes, puis je me posais vraiment la question, est-ce que tu peux être juste ami avec quelqu'un, si par exemple tu es hétérosexuel, est-ce que tu peux être ami avec un gars puis que ce soit juste vraiment une amitié? Puis c'est un peu la question qui a poussé le roman puis qui le nourrit en fait, parce que je voulais vraiment écrire une histoire sur l'amitié qui se transforme en l'amour, mais c'est parce qu'il y a tellement d'amour dans de l'amitié que pour moi, j'avais de la misère à faire la différence. Fait que c'est un peu ça le moteur derrière, c'est les questions derrière ce premier roman-là. Puis juste un plaisir de le faire aussi, là. Tu as mentionné Cam. Oui. Donc, parle-nous de Cam et de Max, les deux protagonistes du livre. Cam et Max, c'est deux meilleurs amis qui se rencontrent dans des moments où chacun sont en couple. Donc, Cam sort avec le meilleur ami de Max et Max a une blonde aussi depuis pas longtemps. Et tout ça se passe bien et ils se rencontrent et ils ont vraiment un coup de foudre qui doit rester amical parce que la situation ne permet pas plus. Et on les suit, dans le fond, quand on les rencontre, ils sont 4 ans plus tard, où est-ce qu'ils sont amis depuis 4 ans et
ils frôlent le moment où ils vont peut-être être plus, et là, il y a des choses qui arrivent, et le timing s'en mêle, et ça ne fonctionne jamais. Et on les découvre à ce moment charnière-là où ils sont à l'époque de faire des choix. Est-ce qu'on est des amis? Est-ce qu'on est plus que ça? Est-ce qu'on arrête de se voir parce qu'on spin dans le bar? Donc, c'est ça. Camille, c'est une fille de 24 ans, puis elle étudie. Puis là, bon, on peut faire des parallèles avec moi quand même parce qu'elle est à la maîtrise quand même en psychoéducation. Puis Max, c'est plus un rêveur. Il a une job en marketing, mais il s'en fout un peu. Puis les deux font ressortir le meilleur de l'autre. Puis c'est ça que je trouve qui était beau, autant en amitié que peut-être plus en amour. C'est vraiment des protagonistes que je les aime beaucoup. Ben, je les aime tous. J'ai pas écrit un livre avec des personnages que je déteste. Ouais. Mais oui, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, au même titre que je pense que ça a été un coup de cœur pour les lecteurs aussi de les rencontrer. D'où est venue l'inspiration pour ces personnages-là? Je le sais pas. Honnêtement, je trouve ça difficile des fois de savoir. Je pense que j'étais plus motivée ou inspirée par l'histoire que je voulais raconter que par eux. Des fois, j'ai un peu l'impression que les personnages sont déjà là. Okay. Ils existent dans ma tête, puis là, je vais les chercher quand vient... Ça sonne complètement ridicule, mais ça se peut. Pour en avoir discuté avec d'autres auteurs, ça se peut. Donc, ils étaient là, ils attendaient le moment et est venu le véhicule de cette histoire-là. Puis là, eux, ils se sont définis. Puis moi, j'écris pas avec un plan. Donc, ce qui est des fois une erreur. mais j'aime ça être surprise, j'aime ça voir où les personnages s'en vont puis comment ils se développent. Donc, les personnages se développent vraiment au fil de l'écriture pour moi. Donc, tu pars pas avec... Non. Avec la fin de l'histoire en tête. Ce qui est drôle, en fait, avec l'allégorie des traits arc-en-ciel, c'est qu'on m'a déjà dit, tu sais, souvent le commentaire que je reçois, c'est que malgré qu'on se doute où ça s'en va, on embarque puis on a envie de rester dans l'histoire et tout. Et moi, je suis comme, vous vous en doutez, moi, j'avais aucune idée. Moi, jusqu'à la fin de l'écriture, je pensais que comme quelque chose de complètement contraire allait se passer. Puis finalement, non, ça s'est passé comme ça existe. Mais je trouve ça drôle, les lecteurs qui pensent que ça semble un peu prévisible. Et je suis comme, mais moi, je ne savais pas. Fait que vous êtes bons parce que vous avez découvert avant moi ce qui allait se passer. Oui. Cam et Max, c'est deux personnes dans la mi-vingtaine. Oui. Est-ce que la plupart de tes lecteurs ont cet âge-là aussi? Tellement pas. C'est drôle parce que pour tous mes romans, on est dans la mi-vingtaine, fin vingtaine et début vingtaine. On est vraiment dans ce range de 10 ans-là. Ouais. Et j'ai vraiment... Là, je commence à avoir un public plus au secondaire, ce que je trouve qui est vraiment cool. Puis il commence à être lu dans les écoles. Ça me fait vraiment plaisir. Au même titre que j'ai des madames, puis même des messieurs. J'ai eu un monsieur à un moment donné de 70 ans qui m'a acheté un livre au Salon du Livre, puis qui m'en a reparlé après. Il m'a trouvé genre en ligne, puis il l'a lu, puis il a adoré ça. Oh. Mon optométriste, je suis allée voir un optométriste, puis il était comme... Je disais que j'écris... je voulais faire checker mes yeux parce que je suis souvent à mon ordi, puis tout. Il m'a appelé. Après, il était comme, je suis allée acheter ton roman, il avait acheté Tout comme les tortues, puis il était comme, j'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment bon. Fait que j'aime pas définir... T'sais, si j'avais à le faire, ce serait 18-35, le public. Mm-hmm. Mais des histoires comme ça, que tu sois plus vieux, c'est que tu l'as déjà vécu, fait que ça va te rejoindre. Si tu es plus jeune, peut-être que tu y aspires, fait que ça te rejoint aussi. Fait que ça réunit quand même un public qui est large. Puis ça, c'est vraiment le fun. Mm. Parlons un peu de la structure du livre. Oui. Tout d'abord, c'est des livres à environ 200 pages chaque, donc ça se lit quand même bien. Mais tu alternes les discours narratifs entre les protagonistes. Ouais. Donc, chaque chapitre est écrit sous la perspective soit de... Max ou Cam. De Max ou de Cam, exactement. Ou les autres aussi, là, les autres sont comme ça. Et ça permet vraiment au lecteur de bien rentrer dans la tête du narrateur. Est-ce que c'était voulu? Oui. Je pense que le but pour moi, c'était de moi rentrer complètement dans la tête des personnages. Ah, okay. Et après, j'ai fait ça pour le premier livre et j'ai juste réalisé que c'est comme ça que j'aime écrire parce que je trouve que ça nuance beaucoup l'histoire. Si on a, par exemple, un roman comme l'allégorie des trucs arc-en-ciel qui est lu seulement selon la perspective de Cam, par exemple, il nous manque toutes les espèces de bons coups que Max fait ou ses émotions ou les raisons derrière pourquoi il agit d'une certaine façon ou une autre. Quand on lit des livres avec plusieurs points de vue, je trouve que ça nous permet d'avoir vraiment la vue d'ensemble. Puis de comprendre tellement plus les histoires et les personnages. Puis ça fait aussi que, en fait, dans mes romans, rarement que les gens vont pas aimer un personnage ou s'attacher à un et pas à l'autre parce qu'on les connaît tous un peu de façon équivalente. Oui.
Fait que je trouve... Puis moi c'est comme ça que j'aime écrire. J'ai essayé de faire autrement, puis je reviens toujours à cette formule-là. J'ai remarqué aussi que tu écris en franglais, donc oui. Ce sont des romans écrits en français, quand même. Mais il y a beaucoup de... Il y en a moins dans la version éditée qu'il y en avait initialement. Mais oui, parce que pour moi, chez moi, j'ai vécu 6 ans aux States. Mon chum a vécu dans l'Ouest, il enseigne au primaire en anglais. Donc, chez nous, c'est franglais. Et c'est comme ça que les jeunes parlent aussi? Je pense que oui. Puis ça se ressent surtout dans les dialogues. Donc, tout ce qui est dans la narration, j'essaie de faire ça très épuré quand même, puis en un langage qui est plus soutenu. Oui. Mais dans les dialogues, je trouve que c'est important d'avoir des dialogues qui reflètent comment on parle. Puis il n'y en a pas... J'ai lu des livres publiés au Québec où est-ce qu'il y en a plus. Je pense que le niveau des dialogues est quand même soutenu, mais on se laisse une liberté pour nommer les choses comme on le ferait au quotidien. Comment je le ferais, en fait. Moi, je trouve que ça ajoute du charme au livre. Merci. Donc, je pense que c'était un bon choix. Merci. Tu as mentionné tantôt le thème de l'amitié qui se transforme en amour. Ouais. Pourquoi est-ce que tu voulais parler de ça? Mais je pense que c'est tellement important, puis c'est tellement marquant dans nos vies. Moi, personnellement, mes amis, je les adore, sont importants pour moi. Puis souvent, une relation va naître... Des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est une aventure. Des fois, c'est quelqu'un que tu rencontres puis que tu deviens pas ami avec eux avant. Mais souvent, aussi, c'est le cas. On est amis avec... Soit qu'on est amis et on devient amoureux, ou soit qu'on est amoureux puis on devient amis. Mais je pense que c'est quand même c'est un lien qui est difficile à défaire puis qui... Un va pas sans l'autre, selon moi. Puis ça me fascine. Dans tous mes romans, c'est un thème qui revient... cette notion-là entre l'amitié et l'amitié et l'amour ensemble, les distinctions, puis ce qui les met ensemble. Donc, moi, je reste fascinée par ça. Je dirais que dans mon prochain, j'aborde un peu moins ça. OK. Je me détache un peu là, de l'amitié. J'en ai parlé. L'allégorie des truites arc-en-ciel a été publiée en 2018. Récemment, tu as publié la suite. Oui. La floraison des nénuphars. Ah, en fait, attends. L'allégorie des truites arc-en-ciel, comment est-ce que tu as trouvé le titre du roman? Bien, en fait, le titre fait référence à probablement mon chapitre/scène préférée du roman. Puis, c'est devenu un petit peu ma marque de commerce de faire des titres où est-ce que les gens ont hâte de savoir pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Puis, en fait, une drôle d'anecdote là-dessus, c'est que j'avais décidé que je l'appellerais comme ça pour cette scène-là. Et je l'ai dit à ma mère qui m'avait aidée. Elle avait lu le roman et tout ça. Puis elle m'a juste répondu « On va trouver autre chose. » Puis j'étais comme « Non, ça va être ça. » Puis en fait, là, même je fais des blagues un peu. Je fais du stand-up. Puis j'ai une blague sur le fait que moi, j'avais tous les animaux au monde, mais j'ai choisi la truite. J'ai rendu la truite romantique. Tu sais, c'est quelque chose quand même. Ouais. Là. Mais c'est ça. Cette scène-là, c'est une scène entre Cam et son père. Puis le père de Cam, c'est un personnage que j'adore puis qui est parfait, ce monsieur-là. Fait que je suis restée avec ça, puis en fait, il n'y a aucun de mes titres à date qui a été changé. Souvent, quand tu envoies un manuscrit, ça se peut que les titres changent selon la maison d'édition et tout ça. Puis à date, tous mes titres sont restés. Donc, pour revenir à ce que je disais, la suite de l'allégorie des truites arc-en-ciel, c'est la floraison des nénuphars, où on retrouve Cam et Max quelques années plus tard. Est-ce que tu savais déjà qu'il y aurait une suite? Non. Lorsque tu as publié ton premier roman? Je pensais pas, en fait, que j'en ferais une. C'est pour ça que quand je l'ai comme annoncé, j'ai dit, c'est la suite espérée mais non attendue. Parce que même pour moi, je voulais... Il y a 4 ans qui se passent entre la fin des truites puis le début des nénuphars. Puis j'avais parlé à un moment donné avec une autrice, Valérie Chevalier, qui est aussi publiée chez Urtubise, puis elle a fait j'ai fait la même chose qu'elle, en fait, où est-ce qu'elle a publié un roman, elle a publié 2 autres romans, puis elle a publié une suite ensuite. Puis elle m'avait dit quelque chose qui était marquant, elle m'avait dit il faut que les personnages aient le temps de vivre leur vie. Okay. Et je trouvais que c'était vrai parce que quand j'ai terminé l'allégorie, je ne voyais pas du tout une suite. Pour moi, il restait comme ça. Le chapitre était clos. Oui, et éventuellement, j'ai eu envie d'aller... je trouvais que je voulais écrire sur l'amour qui vieillit. Je voulais écrire sur un couple qui... ça fait nombreuses années qu'ils se connaissent, puis que certaines choses changent, les passions changent, le désir change, nos carrières, nos aspirations professionnelles, nos aspirations personnelles. Puis je revenais tout le temps à eux. Puis je me disais, si je pourrais écrire là-dessus, je vais prendre eux parce que, les gens les connaissent déjà.
ils les aiment déjà. Puis c'est un bon couple pour démontrer comment on continue à s'aimer à travers le temps. Donc, c'est venu un peu, pas comme un accident, mais c'était pas planifié quand j'ai terminé, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Est-ce que tes lecteurs te l'ont demandé Oui, mais là, maintenant, en fait, on me demande des suites pour tous les livres. Là, c'est le danger de dire, ben, c'est le fun, mais j'ai pas de plan de faire des suites aux autres. On me l'avait demandé au début, puis après ça, je pense que plus que j'ai publié, bon, j'ai eu les tortues, les loutres, et éventuellement, je pense que c'est comme un peu... Ça a comme été accepté qu'il n'y aurait pas de suite. Puis là, je suis juste arrivée avec ça. Tada! Ouais. Je l'ai faite, finalement. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une deuxième suite? Je pense pas. OK. Mais on s'en reparle dans 4 ans. Okay. Je sais pas. Parfait. Je fais des bons de 4 ans avec eux. Je sais pas, on verra. Je ferme jamais de porte. OK. J'ai appris que l'allégorie détruite arc-en-ciel va être adaptée pour la télévision. Bien, on travaille là-dessus. Oui. Donc, on est en processus avec une maison de production de pitcher ça à des diffuseurs parce que... Donc, c'est en processus. On travaille sur les pitchs, on travaille sur les idées, on travaille sur comment reprendre le livre et l'adapter à un format télévisuel. C'est vraiment un travail qui est nouveau pour moi. Tout est nouveau pour moi parce que, bon, j'ai pas d'études en littérature. Je suis arrivée, j'ai commencé à écrire des romans. Et là, je m'en vais plus vers la télé. Et j'apprends beaucoup parce que c'est des formats, des structures, tout est différent, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis ce serait tellement un rêve de pouvoir voir ça. Puis je sais aussi que les lecteurs, lectrices m'en ont souvent parlé. Puis des fois, on m'envoie des messages. Ah, ça, cet acteur-là, il serait tellement un max. Puis je suis comme, oui! Donc, je me le souhaite. Oui. On te le souhaite aussi. Est-ce que c'est un projet qui t'a été proposé ou c'était ton idée? On est venu vers moi, mais moi, je voulais être impliquée au sens où je sais que c'est une nouvelle œuvre, puis je sais que j'aurais pas le contrôle absolu sur qu'est-ce qui se passe. Pour moi, les trucs comme ça, c'est une œuvre, puis ce qui arrive avec sur un autre pan télévisuel ou peu importe, ça va être autre chose. Donc, je vais avoir mon mot à dire, puis j'aimerais travailler les textes, puis j'aimerais être dans le projet, puis à date, ça s'enligne pour que je le sois. Mais c'est comme une nouvelle vie. Donc, j'ai aussi un laisser-aller que j'exerce et qui va bien. Et est-ce qu'en tant qu'autrice, c'était un de tes rêves que l'un de tes livres soit adapté pour la télévision ou le cinéma même? Oui, vraiment. Mais aussi d'écrire, tu sais, là, présentement, j'ai des projets où il y a l'adaptation sur laquelle on travaille, puis j'ai aussi des projets plus de création de séries qui sont pas basés sur un livre que j'ai écrit, qui sont vraiment à partir de rien. Donc, c'est comme 2 rêves d'écrire des histoires de télé et voir mes histoires adaptées. Parce que c'est comme... Je réalise que c'est vraiment deux choses quand même assez différentes. Oui. Donc, l'année suivant la publication de l'allégorie détruite arc-en-ciel, tu publiais déjà ton 2e livre. Donc, tout d'abord, ça fait quoi de publier 2 livres en 2 ans? Pour une nouvelle autrice en plus. Oui, mais c'est qu'en fait, quand j'ai envoyé mon premier roman, on m'avait beaucoup averti de baisser mes attentes parce que c'est quand même un milieu qui est compétitif. J'arrivais avec un peu comme un cheveu sur la soupe, voici un roman. Fait que moi, je m'étais mis, dès que j'ai terminé l'allégorie détruite arc-en-ciel, je me suis mis à écrire une autre histoire. Je me suis dit, si celle-là, elle marche pas, j'en aurai une autre. Et on voit l'esprit compétitif. Ouais, non, moi, j'étais prête. À un moment donné, ils vont en prendre une. Mais finalement, ça s'est passé super rapidement. Donc, j'ai eu l'air de créer super vite. J'écris quand même rapidement, là, c'est sûr, mais j'avais déjà commencé en parallèle à l'édition détruite, j'avais déjà commencé à écrire mon autre, puis c'est un peu un rythme que j'ai suivi toujours, où lorsque je dépose une version initiale d'un roman, j'en commence un autre, ce qui fait que je suis capable de quand même maintenir ce rythme-là, puis les idées à date... je dis pas, mais à date, les idées sont là, sont au rendez-vous, tu sais, c'est pas forcé, j'ai pas l'impression que je me dépêche. Puis ma maison d'édition ne me met pas de pression non plus à ce qu'il y en ait un, puis un autre, puis un autre. C'est juste, là, c'est le rythme qui existe. Puis on verra par la suite. Mais c'était cool. Est-ce que c'est une façon de garder le momentum aussi? Mais, tu sais, oui, au niveau plus, tu sais, marketing de la chose, puis au niveau plus business. Mais pour moi, c'est vraiment, si je n'étais pas inspirée, puis que ces histoires-là coulaient pas, je prendrais plus mon temps, puis je penserais à une autre idée, puis je les revisiterais. Puis même ma maison d'édition, je sais qu'eux aussi me le diraient, tu sais, si ça semblait pas un projet qui est à la hauteur de ce que j'ai créé à date. Donc, j'ai juste profité d'un momentum qui était positif, puis un rythme qui m'allait bien à date, pour l'instant.
Donc, parlons-en de ton deuxième roman, Tout comme les tortues. On apprend à connaître Samuel et Ariane, deux amis d'enfance qui se sont séparés après avoir formé un couple amoureux. Les thèmes qui sont abordés dans ce livre incluent la guérison, le pardon, la force du temps et l'amour. Pourquoi voulais-tu parler de ces sujets? Mais je trouvais que j'avais envie d'écrire cette histoire-là. Puis aussi, dans le fond, dans ce roman-là aussi, on a Anaïs aussi qui est la blonde, la blonde qui suit la blonde. Oui. Et je trouvais que cette dynamique-là à trois était super intéressante. Puis j'avais envie de... Dans les truites, j'ai parlé de l'amour qui naît. Et là, j'avais envie de parler de qu'est-ce qu'on fait quand ça meurt, quand ça se termine. Puis aussi, je trouvais que c'était intéressant de discuter de ça d'un point de vue où c'est des gens qui sont amis d'enfance, qui se sont connus toute leur vie. Qu'est-ce que tu fais quand tu perds un morceau de toi que tu as connu toute ta vie? Puis aussi, des fois, se laisser pour des raisons qui sont hors de notre contrôle. Parce que des fois, quelqu'un nous trompe ou quelqu'un nous fait vraiment de la peine, mais on se dit, bon, c'est terminé. Mais des fois, il y a des situations externes qui font que tu te laisses, mais que tu t'aimes encore. Puis ça, j'étais vraiment intéressée par cette espèce de thème un peu plus sombre. J'avais envie d'aller un petit peu plus dans le plus tristou là, que dans mon premier. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Samuel et Ariane et Anaïs aussi? Bien, en fait, c'est ça, c'est que Ariane et Ariane elle a un frère jumeau, Théo, et Samuel, c'est un trio d'enfer depuis leur jeunesse. Ils se connaissent depuis le primaire, c'est les meilleurs amis. Éventuellement, Ariane et Samuel sont tombés en amour, puis ils ont vécu ensemble, ils ont déménagé, ils sont allés au cégep ensemble à Québec. Eux, ils venaient du Bas-Saint-Laurent. Et ils ont vécu ensemble, et éventuellement, il arrive une cassure, une brisure dans leur couple qui n'est pas de leur ressort, c'est pas de leur faute, c'est juste quelque chose qui arrive et ils se laissent. Et Samuel rencontre Ariane qui est un personnage on m'a tellement parlé d'elle. Quand je dis qu'on me demande une suite, là, souvent c'est elle. On veut la suite à Anaïs pour savoir qu'est-ce qui va y arriver. Elle va-t-elle aller mieux? Parce que dans le fond, cette fille-là rencontre ce gars-là qui est brisé. Puis elle veut juste l'aider à se reconstruire. Puis elle se donne tellement. Elle fait un don de soi qui est incroyable envers ce gars-là, qui n'est pas en mesure de faire autre chose que prendre. Puis, tu sais, tantôt, quand je parlais d'écrire à plusieurs voix, oui. Je pense que si j'avais pas fait ce roman-là à trois voix, on aurait. Tu sais, si Sam n'avait pas une voix, on l'aurait haï. On aurait dit, il n'est pas fin, puis il prend, puis il redonne rien. Mais vu que sa voix, vu qu'on comprend d'où viennent ses blessures, on est capable de faire la part des choses. Puis ça, je pense que c'est une des belles choses de ce roman-là. Puis. Ouais, fait que c'est un peu ça l'histoire. Et est-ce qu'Anaïs va avoir une suite? Je sais pas. La fin du roman est très ouverte, puis je pense que on pousse vers un bout de ciel lumineux pour Anaïs. Puis pour l'instant, c'est pas dans mes plans, mais peut-être un jour. OK. En 2020, tu as publié ton troisième roman, Le sommeil des loutres. Et tu nous introduis à Jake et Emily, deux opposés qui apprennent à se connaître en travaillant ensemble dans une pizzeria. Quels sont les thèmes qui sont abordés dans ce livre? Bien, en fait, on est plus dans le deuil ici. Je pense que c'est mon livre où j'aborde le plus profondément la tristesse, le deuil, le fait de se reconstruire. Puis aussi, j'étais contente parce que c'était un premier roman où je développais une relation à partir de rien. Donc, dans les deux premiers, les personnages se connaissent depuis X nombre d'années, ils sont déjà amis. Donc, on entre dans le roman en assumant que cette relation-là est déjà établie, alors que là, ils se rencontrent et on part de rien, on apprend à les connaître ensemble. Ça, j'aimais ça. Puis, c'est que ces deux personnages, Jake et Emily, qui vivent des blessures chacun de leur côté, qui sont quand même très différentes. Parce que Jake a perdu son frère, puis il a vécu il a fait des choix de vie qui le font un petit peu cringe quand il y repense. Et Emily, elle... Parce que Jake, c'était un enfant. Oui, c'est ça, exactement. Un enfant qui a fait de la télé, puis qui a vécu une grosse vie. C'était un feu roulant, puis tout allait bien jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus du tout. Puis on le rencontre quand il sort d'un centre de désintox. Lui, vraiment, il revient à très, très bas dans sa vie. Il recommence au début. Emily, c'est presque une jeune femme très compétitive, très intense, qui, elle, s'est fait abandonner par son père qui est parti avec une fille qui pourrait être sa sœur. Et fait que chaque personnage vit leurs blessures qui sont complètement différentes, qu'on est dans des sphères de vie complètement différentes. Et pourtant, au niveau humain, ils se retrouvent beaucoup. Puis je pense que c'est ce qui fait la beauté puis la douceur de ce livre-là. Puis... Mais au commencement, ils ne s'aimaient pas du tout. Ben en fait, elle l'aime pas. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage... En fait, c'est drôle parce que de tous mes personnages, quand je la regarde, elle, je me vois moi, à 20 ans,
ou 19 ans, intransigeante, tu sais, pas capable de nuances, juste tout est comme ça, puis il est comme ça, puis il est comme ça. Puis on dirait que j'ai voulu lui faire vivre un peu la façon que j'ai grandi à travers ma vingtaine, puis que j'ai appris un peu à m'adoucir, puis à explorer avant de juger. Mais au début, elle est très comme moi. Ça, c'est un gars, il a mess up sa vie, ça m'intéresse pas. Et elle apprend à le connaître, puis finalement, elle l'aime bien. J'ai lu une citation de ta part. Tu as dit « Je me considérais déjà vraiment choyée d'avoir connu 2 grandes passions dans ma vie, le tennis et l'écriture. Ouais. L'humour est arrivé comme un amant qu'on n'attend pas, doucement et pourtant si férocement. » Parle-nous donc de ce nouvel amant. Oui, oui, mais en fait, c'est ça, c'est que il y a 1 an, j'ai fait une émission à l'Abri de Québec, ça s'appelait, puis j'ai été invitée là pour parler de mes romans. Puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens chez Comédia qui m'ont dit « Ah, ben une personne en particulier qui m'a dit « Ah, tu devrais faire du stand-up. Il me semble que tu serais bonne, il me semble que tu as ce genre de drive-là. » Puis c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, j'ai commencé à écrire des petits textes, à travailler sur des numéros. Puis j'ai fait de la scène pour la première fois en novembre. C'est novembre-ci, en 2021? Puis j'ai adoré ça. J'ai vraiment eu la piqûre. C'est stressant. Là, au début, j'étais comme ça ne peut pas rester stressant comme ça tout le temps. Puis là, de plus en plus, ça devient plus le fun et moins stressant. Puis c'est vraiment le fun parce que j'ai une rétroaction instantanée. Tu sais, écris un roman, tu es chez toi, tu vas dans l'univers, puis tu sais, dans 2 ans, tu vas peut-être avoir quelqu'un qui va dire « Ah, c'était bon ». Mais une joke, tu le sais tout de suite. Oui. Donc ça, j'aime vraiment ça. C'est sûr que tu le sais tout de suite, c'est pas drôle aussi, mais c'est vraiment le fun. Puis la connexion avec le public et tout. Puis en plus, on dirait en sortant de pandémie, on a encore plus le goût d'aller à la rencontre des gens puis d'avoir une réponse. Puis les gens sont tellement contents d'être là. C'est juste vraiment des belles ambiances. Et ça fait quoi de découvrir une nouvelle passion après en avoir connu déjà 2? Mais je pense que je vais être une personne qui va toujours en développer dans ma vie. Tu sais, je fais de la photo aussi. J'aime ça, me donner à fond dans des trucs. Donc là, c'est l'humour, puis ça va peut-être être les séries télé, puis ça sera... Mais je pense que je vais avoir besoin toute ma vie de développer des trucs. Oui. Ouais. OK. D'être allumée comme ça, à ce niveau-là, par quelque chose. OK. Et c'est quoi les sujets que tu abordes lors de tes spectacles? Bien, on s'entend que je reste pas loin de mes thèmes. OK. Mais c'est juste que là, je peux plus aller... Oui, c'est que je peux aller dans un autre... Bien, plus comme les... Tu sais, j'ai un numéro où est-ce que je parle du ghosting. De se faire ghoster, puis que je pense que se faire ghoster, c'est une bonne chose, finalement. Puis là, je rentre un peu là-dedans. Fait que je décortique encore les relations humaines, mais dans un angle pour faire rire. Dans mes romans, on m'a souvent dit que j'avais des points d'humour qui étaient plaisantes. Fait que là, j'essaie juste d'aller creuser un peu plus dans cet aspect-là de la plume, tu sais. OK. Et tu m'as dit tantôt que tu travaillais sur ton 5e roman. Oui. Je sais que tu ne peux pas trop en dire, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais en fait, c'est ça. Je travaille activement. Je sais qu'il va sortir cet automne ou avant la fin de 2022. Puis, ce que je peux dire de ce roman-là, c'est que c'est le roman le plus proche de moi que j'ai écrit. J'ai toujours voulu vraiment me distancer de mes histoires parce que je voulais pas écrire de l'autofiction. Il y a plein de gens qui le font super bien au Québec. Mais moi, j'avais pas envie d'écrire mon histoire. J'avais envie d'écrire des histoires. Puis là, c'est pas mon histoire, mais j'ai le plus été pigée dans mon vécu puis la personne que je suis pour créer des personnages qui reflètent ce que je vis sans que ce soit ma vie. Okay. C'est ce que je peux dire. Okay. C'est vraiment bon. OK. Et est-ce que ton processus d'écriture est pareil, étant donné que c'est un roman qui vient plus de toi? Oui, parce que c'est ça. C'est pas ma vie. Ça reste des personnages qui sont créés de A à Z. Puis je reste avec une formule qui me ressemble. Puis, mais je vais en profondeur. Je dirais que c'est... à chaque roman, je gratte. Je vais gratter un peu. Je vais gratter un peu plus loin. OK. Ouais. Est-ce que tu penses écrire une autobiographie un jour? Je pense pas. Non? Je ne pense pas. Une autofiction, tu veux dire? Oui. On dirait que je trouve que c'est difficile de... J'ai plus de facilité à projeter mes émotions sur des personnages que d'aller raconter ce qui m'est arrivé. On dirait que j'ai de la difficulté à trouver que c'est intéressant. C'est plus vulnérable de en de fait, faire c'est juste ça que aussi. je me dis, les gens veulent pas savoir ça. J'aime mieux créer de toutes pièces une situation, un flirt, une rupture que de leur raconter les miennes. Mais j'ai commencé à écrire, j'ai écrit un article dans le Elle Québec sur quand j'ai vécu aux États-Unis. Puis ça, c'était un peu plus proche de l'autofiction parce que j'ai vraiment raconté ce que j'ai vécu quand j'étais là-bas. Puis j'avais un chum là-bas
américain, puis tout ce que ça peut... Puis j'ai aimé ça, fait qu'on sait jamais. OK. Justement, tu es pigiste, tu fais pas juste écrire des livres. J'écris tout le temps. Tu écris tout le temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les autres choses que tu écris? Bien, en fait, c'est ça, je travaille sur différentes plateformes. Je travaille avec l'Association canadienne de santé mentale à Québec. Je fais des articles pour eux. Je fais différents médias. En fait, je suis tout le temps en train d'écrire quelque chose, que ce soit créatif ou plus informatif. C'est pas mal ça, ma vie. Je me lève puis j'écris. Est-ce que tu as une préférence? Je préfère créer. OK. 100%. Mais ça dépend. Tu sais, c'est ça, comme l'article que j'ai fait qui parlait de quand je vivais aux États-Unis, j'ai trouvé que c'était vraiment quasiment thérapeutique là, d'écrire ça parce que je suis vraiment replongée dans mes souvenirs puis dans ma vie là-bas, dans l'Amérique, tu sais, très conservatrice. Puis avec le recul, c'était vraiment intéressant de revivre ça. Mais c'est sûr que je préfère créer des trucs comme ça que des textes plus informatifs, mais ça prend tout au quotidien aussi, tu sais, sinon il faut doser. OK. Quels sont tes projets pour, disons, les 5 à 10 prochaines années? Oh mon Dieu! Hey, moi, je suis comme dans les 5 à 10 prochaines semaines. Là. Mais non, travailler activement sur adaptation, série, télé de mon cru, ça, c'est vraiment un des prochains objectifs sur ma liste. Continuer le stand-up, voir où ça peut m'amener. C'est encore récent, donc j'ai pas encore été capable de me faire un plan par rapport à ça, mais juste continuer de performer puis de développer cette aisance-là sur scène. Les romans, toujours des romans. Puis je me laisse une grande porte à l'inconnu. Okay. J'aime ça être surprise. Est-ce que tu aimerais que tes livres soient traduits éventuellement? On a l'allégorie des trucs d'arc-en-ciel qui va être traduit en République tchèque. Puis là, c'était en Russie. Okay. Mais là, c'est sur pause pour l'instant, ce qui est correct. Donc, ça commence tranquillement. Okay. Les romans commencent à se faire une place sur la scène internationale. Puis généralement, tu sais, quand tu commences à en avoir un, ça déboule pour les autres. Donc, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais beaucoup qu'il soit traduit en anglais pour que mes amis aux États-Unis puissent les lire. Oui. C'est un peu un selfish wish, mais j'aimerais ça parce que, tu sais, à chaque fois que j'en sors un, j'ai des anciennes amies avec qui j'ai joué au tennis là-bas qui sont comme « Quand est-ce qu'on va pouvoir les lire? » Je travaille là-dessus! Donc, j'aimerais beaucoup ça. Mais il y a même des versions audio de tes livres. Qui sont vraiment bonnes. Surtout Le Sommeil des luttes puis La floraison des nénuphars, là, vraiment, je les conseille. Ils sont faits au Québec avec des comédiens québécois. Pour Le Sommeil des luttes, on a Catherine Brunet puis Antoine Pilon qui l'ont lu. Puis c'est super bon. Puis je suis même pas biaisée, là, c'est vraiment bien rendu. Puis pour La floraison des nénuphars, on a Léa Roy puis Lou Pascal Tremblay, je pense. Puis encore une fois, c'est super. Tu sais, c'est des comédiens qui sont habitués de jouer ce genre de personnage-là, fait que ça donne une dimension vraiment, vraiment le fun à l'écoute du livre. Vraiment, je les conseille. Est-ce que c'est toi qui as voulu que ces formats-là soient disponibles aussi? Initialement, on me l'avait proposé, puis moi, j'embarque dans tout, fait que j'étais comme oui. Puis plus que ça a été, plus qu'on a collaboré avec des comédiens, puis tout ça, puis là, j'ai pu plus avoir un mot à dire sur les voix. Puis j'ai embarqué dans le projet à 100 000 $. Je trouve que c'est vraiment une belle façon, des fois, d'écouter des livres. On dirait qu'on a moins le réflexe de le faire, mais c'est vraiment le fun. Oui. Comment est-ce que tu décrirais ton style d'écriture? J'aime dire que j'écris des livres qui font du bien. Et je pense que je commence à être connue comme étant aussi une personne qui fait de la littérature, qui fait du bien. Ça veut pas dire que c'est léger, ça veut pas dire que ça porte pas à réflexion. Mais j'aime écrire le doux et ce qui vient mettre un baume sur l'âme, je pense. C'est comme ça que je le dirais. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu veux parler, dont tu n'as pas encore parlé? Bien, dans mon prochain, j'aborde des thèmes dont j'ai pas encore parlé. Je parle notamment d'anxiété, qui est comme un petit monstre dans ma vie. Donc, ça, c'est vraiment mon gros cheval de bataille pour le prochain livre. Après ça, je sais pas. C'est vraiment une bonne question, mais ça vient avec les histoires. Oui. Bon, mais tu as parlé d'anxiété. Oui. Je pense que, justement, c'est un sujet qui va plaire à beaucoup de personnes parce que c'est quand même quelque chose que beaucoup de gens vivent, mais aussi que beaucoup de gens ne vivent pas. Quand on parle d'anxiété, on parle que les gens qui le vivent vont s'y reconnaître. Mais tu sais, par exemple, moi, mon chum, c'est pas un anxieux. Puis quand il a lu ça, il était comme « Oh! » Il comprenait plus. Donc, je pense que ça va aussi permettre à des gens qui n'en vivent pas de comprendre c'est quoi, puis comment qu'on vit ça, nous, au quotidien, les gens qui sont anxieux. Mais ce serait je sais que ce serait pas ton objectif, mais si ça peut sensibiliser les gens aussi à ce sujet. C'est ça, c'est que c'est jamais mon objectif. J'écris pas des livres avec des morales ou mais si ça aide,
c'est un peu ça le but. OK. Non? Si on te demandait d'écrire une suite, soit pour Tout comme les tortues ou Le sommeil des loutres, qu'est-ce que tu choisirais? Je pense que je choisirais les loutres juste parce que je pense que le personnage de Jake, c'est mon personnage préféré que j'ai écrit parce que ça fait depuis longtemps, je l'avais écrit en anglais, cette histoire-là. Même plus que la père de Cam? Oh! Non, j'ai tapé le micro. je me sens emportée. Mais c'est parce que en fait, j'avais écrit cette histoire-là quand je vivais aux States. Puis quand je suis revenue, je me suis dit, à un moment donné, il va y avoir un moment où je vais pouvoir retoucher à ça. Puis j'ai comme extrait le personnage de Jake, puis je l'ai ramené ici. Fait que ça faisait 10 ans que je le portais en moi. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, mais je pense pas que je vais en faire une à ce roman-là, justement parce que j'aime comment que ça se termine. Mais je pense que j'aimerais ça les revoir à un moment donné. Tu sais, quand j'ai fait la suite à l'allégorie des trucs arc-en-ciel, j'ai vraiment eu du plaisir à retrouver ces personnages-là, retrouver leur voix, les recôtoyer pendant un an. C'était vraiment le fun. Fait que j'aimerais peut-être ça. Je sais pas. Ça te prend combien de temps environ écrire un livre? Mettons, les trucs, c'était 4 mois, mais ça, c'était un peu ridicule. Entre 4 mois et 1 an, je dirais. OK. C'est quand même une grande... Mais 4 mois, c'est que je l'ai faite. Okay. Je dirais que c'est plus entre 6 mois et 1 an que ça me prend de travail. OK. Oui. OK. Et est-ce que... parle-moi un peu du processus d'édition après. Oui. Est-ce que c'est difficile de recevoir les commentaires? Moi, je ne savais pas. Là. Moi, je viens pas du monde littéraire du tout. Puis là, quand j'ai signé avec ma maison d'édition, ça s'est fait super rapidement. Ils étaient super emballés. Puis ils m'ont dit, tu sais, le roman, il est complet. Dans le sens qu'eux, ils voulaient dire, on ne demande pas que tu changes des trucs à l'histoire qui sont dramatiques. Moi, je pensais que comme quelqu'un corrige ça puis ça s'en va sur ses tablettes, là, we're good. Non. J'ai reçu mes premières corrections le 24 décembre de mon éditrice, puis genre, le document, il saignait, puis moi, j'étais genre, je pleurais, là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais avec le temps, on a vraiment appris à travailler ensemble, puis c'est juste que c'était beaucoup des petits trucs, genre... J'avais peut-être pas la bonne mise en page, ou des ça. Fait que, elle avait mis le suivi des modifications. Fait que, je voyais toutes les mots. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, je sais comment ça fonctionne. Puis, on travaille ensemble avec Estelle, mon éditrice. Généralement, elle va juste m'envoyer maintenant une liste de notes ou de questions ou de points à aller un peu gratter. Ça, c'est comme la première étape. Fait que là, ça se passe en douceur. Puis après ça, tranquillement, on va dans l'édition. Puis maintenant, je sais c'est quoi, fait que ça me fait plus peur. Mais la première fois, j'étais comme, oh my God. OK. Est-ce qu'on est un peu territorial lorsque ça vient à nos personnages et où ils s'en vont? Je pense que si ta relation avec ton éditeur est très bonne, à la base, eux, ils sont déjà conscients de ça. Ouais. Donc, moi Estelle, elle est très douce, puis elle amène vraiment ses idées de façon, justement, non territoriale, où est-ce qu'elle sait que c'est mon histoire, puis elle propose. Puis aussi, quand j'ai commencé, je pense que je prenais plus tous les commentaires parce que, justement, moi, j'avais comme un peu le syndrome de l'imposteur, de comme j'arrive de nulle part, j'ai fait ça. Puis là, je prenais tous les commentaires. Puis plus que ça va, plus que j'apprends, plus que je développe mon écriture aussi. Et plus que je suis capable de mettre mes limites, puis de dire, bon, ben non, ça, j'y tiens, peu importe. Fait que ça va en s'améliorant, puis en écrivant, puis en faisant des processus. Ça va avoir été mon 5e processus d'édition, puis je dirais que c'est mon plus agréable. Okay. À chaque fois, c'est un peu plus agréable parce que on sait plus où on s'en va. Ouais. Puis c'est ça. L'important, je pense, ça reste d'avoir une superbe relation avec les personnes avec qui on travaille. Là. Moi, j'adore travailler avec Estelle. Elle sait, à chaque entrevue, je le dis, mais c'est pas grave. Est-ce que tes lecteurs te parlent d'un livre en particulier plus que les autres? Je le sais, c'est une bonne question. Généralement, ce qui arrive, en fait, c'est que quelqu'un va dire « j'ai ramassé ce livre-là », puis là, je suis allée acheter les 3 autres. Okay. Ça, c'est toujours vraiment le fun. Ben oui. Je dirais que les gens se sont particulièrement attachés. Ceux qui me suivent depuis le début, les truites restent comme un peu emblématiques pour eux parce que c'est comme là qu'ils m'ont découvert, puis c'est là que j'ai commencé, puis je le sens qu'il y a un attachement qui est très fort avec ces personnages-là. Puis les loutres aussi, vu qu'il y a quelque chose dans ce roman-là qui se passe, que les gens... mon dernier salon du livre, j'ai une dame dans la soixantaine, c'est ma dernière personne qui venait signer. Elle est arrivée, puis elle pleurait, puis elle était comme, est-ce que tu as le temps de... Puis j'étais comme, oui, mon Dieu, qu'est-ce... Puis elle avait lu mon livre la veille, puis ça l'avait renversé. On n'est pas rentré dans les détails, mais ça l'avait renversé, chamboulé quelque chose chez elle. Puis ce livre-là, je pense qu'il est tellement à nu qu'il va chercher les gens vraiment, vraiment dans les émotions. Puis c'est ça,
Elle pleurait, puis sa fille qui était là, sa fille était comme, il faut que je lise ça, c'est quoi ça? Donc, je dirais que c'est comme peut-être les deux qui vont plus directement dans le cœur des gens. Ça te fait quoi de voir, ça te fait quoi de voir ça? J'haïs ça. Ah oui? Non, c'est vraiment, vraiment le fun. Tu sais, c'est quand même spécial. Tu es chez toi pendant un an, entre 6 mois et 1 an. Oui. Puis tu écris quelque chose en espérant que quand ça va aller rejoindre le public, ça va fonctionner, que ça va venir les chercher, ça va leur faire des réflexions. Puis quand c'est le cas, ben c'est vraiment cool. Puis j'ai vraiment des lecteurs qui sont investis. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit. Elle m'a dit, là, on a un club de lecture, puis on se demande, est-ce que Max, il tripe sur les cœurs à la cannelle puis sur les hot chicken? Hein? Puis là, j'étais comme, c'est précis, là. C'est très précis. Mais c'est malade. Tu sais, j'ai pris le temps de répondre. J'ai pris le temps de répondre dans la voix de Max. J'étais comme, ben là, Max, il fait dire que telle affaire parce que j'étais comme, c'est trop cool que vous êtes rendu à ce point-là dans votre réflexion, que vous êtes rendu à savoir s'il aime les cœurs à la cannelle. Fallait que j'y pense, fallait que j'y demande, je sais pas. Fait que, tu sais, les gens quoi la réponse? Il aime les cœurs à la cannelle, mais il en prend tout le temps trop, puis il se brûle la langue. OK. Puis le chicken, non, parce qu'il y a encore des bonnes dents, puis il trouve que ça, c'est juste du manger mou. OK. Donc, c'était sa réponse. OK. Mais tu sais, j'ai des lecteurs qui sont vraiment investis dans les personnages, puis ça, c'est... Ben, je pense que c'est vraiment... Moi, j'adore ça, leur recevoir des messages, parler aux gens qui ont lu, je suis comme... Ça rend ça vrai. Oui. Comment est-ce que tes lecteurs peuvent te rejoindre? Généralement, c'est sur Instagram. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram. J'ai une page Facebook auteur aussi, mais je dirais que je suis quand même active. J'aime ça. Moi, j'ai des chats de famille d'accueil chez nous. Fait que j'ai ma page, c'est comme des photos, mes livres, puis des chats. Fait que c'est comme... si vous n'avez pas les animaux, venez pas ici. Justement, donc, dans les titres de tes romans, on retrouve beaucoup les animaux. Oui. Et l'eau. Et l'eau. Mais je sais pas, je ne pas tant baignade, je sais pas ce qui s'est passé. Okay. Je suis partie sur un truc. Là, je suis sortie de l'eau un peu et des animaux. Puis dans mon prochain, on est ailleurs. On est dans les métaphores, mais là, on a fait le tour de l'eau. OK. Donc, est-ce que tu as un amour pour les animaux? C'est pour ça? Oui, mais c'est pas pour ça. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé avec les truites. Puis là, je me suis dit, ce serait cool que le prochain, ce soit ça. Puis j'avais pas d'idée. Puis c'était vraiment pas bon. Pour les tortues, j'avais de quoi, genre les orages ou tu sais, une affaire pas bon. Là. OK. Puis... Finalement, j'ai eu une idée. J'ai vu une amie, puis j'ai dit que c'était comme une tortue autour d'une bière. Puis j'étais comme, oh my God, c'est le titre de mon livre. Puis pour les loutres, j'avais déjà l'idée en tête que je voulais placer la métaphore et ça a fonctionné. Puis là, les nénuphars, j'avais plus d'idées. J'avais posé une question sur mon Instagram. J'avais juste donné les initiales LFDN. J'avais dit, vous pensez que ça va être quoi? LFD? La floraison. Okay. Vous pensez que ça va être quoi? Puis il y avait tellement de gens qui m'ont écrit parce qu'ils pensaient que ça allait être un narval. Un quoi? C'est un, tu sais, la baleine avec une corne, une licorne baleine, le narval. OK. Narval, bref. Les gens pensaient que je restais avec ça. J'étais comme ça, pas de bon sens. Faut que je sorte de là. Faut que j'aille aller dans les fleurs. Là, on va se donner une chance. Ouais. Donc, explique-nous un peu le titre « Tout comme les tortues ». En fait, mais c'est parce que quand je l'explique, c'est comme si je spoil mon punch. Ouais. Là. Mais ça a rapport avec partir en voyage et revenir à la maison. C'est vraiment ça l'idée. OK. Et le sommeil des loutres? C'est comme, mais c'est explicite un peu. Les loutres, en fait, c'est que les loutres dorment ensemble. Oui. Puis ils se tiennent la main pour ne pas se laisser aller. Il y a un moment très cute, j'ose le dire, dans le livre où ça s'applique. Et c'est ça. À chaque fois, on me dit souvent... le moment où on sait, c'est le moment qu'on aime. Ouais. Donc, j'aime ça perpétuer ça si je peux. OK. Et la floraison des nénuphars? Ben c'est ça, c'est que là, je voulais rester dans l'eau, je voulais rester dans une métaphore, mais je voulais pas forcer, tu sais, je veux jamais que ce soit plaqué, je veux pas juste dire party de castor juste parce qu'il faut que ce soit quelque chose d'aquatique. Finalement, ça a rapport avec, justement, le père de Cam qui lui dit... une métaphore selon quoi elle est comme un nénuphar et là, je vous laisse découvrir le reste. Est-ce que tu es émue toi-même par les histoires que tu racontes? Oui, je pense qu'il faut l'être. Oui. La journée où je suis détachée de quelque chose, je pense que je voudrais pas le publier. Il faut les aimer. On passe tellement de temps avec ces personnages-là. On relit, on édite, on change des trucs, on est dans les micro-détails. Fait qu'il faut que ça vienne... Je me dis toujours, si moi j'ai du fun à l'écrire puis que je crois à l'histoire puis qu'elle vient me chercher, elle va trouver son public. Ouais. C'est ce que je me dis. Est-ce que, vu que tes livres ont tellement bien performé, est-ce que tu ressens une pression pour ton 5e et pour la suite?
Je dirais que j'ai plus ressenti des pressions pour mon deuxième, puis pour la suite. Parce que mon deuxième, c'était comme, est-ce que c'était comme un fluke? Est-ce que c'est juste arrivé, puis les gens ont aimé mon premier, mais finalement, après ça, ce qui n'a pas été le cas. Yeah. Puis après ça, pour la suite, j'avais jamais fait de suite. Donc là, ça devenait... Puis c'était pas une suite qui était comme prévue. Donc j'avais quand même une certaine crainte de dire est-ce que les gens vont trouver que ça valait la peine de retourner visiter ces personnages-là et tout. Mais comme en même temps, quand je l'ai faite, j'ai tellement senti que c'était naturel que j'avais pas la peur que ça rejoigne pas, mais j'avais un stress par rapport au fait que c'était une suite, que j'avais jamais fait. Ouais. Pour mon prochain, pour l'instant, en tout cas, j'ai juste vraiment hâte. Je suis encore dans la période... En fait, là, je suis encore dans la période où j'adore le manuscrit. Tu sais, il y a un moment où est-ce que tu adores ça, là, tu l'édites, là, tu n'es plus capable de le voir, puis là, éventuellement, il sort, puis là, tu l'aimes à nouveau. Fait que là, je suis encore dans le bout fun. Si on s'en reparle dans 2 mois, je vais peut-être être moins confiante, mais ça va bien. Je suis vraiment fière de cette histoire-là. Fait que... Qu'est-ce qui te rend le plus fière dans tout ça, d'avoir écrit 4 romans, 4 romans à succès aussi? Bien, le succès, c'est une chose. Je pense qu'on peut parler du succès tout en restant humble. Je sors jamais un roman en me disant c'est sûr les gens vont l'acheter. Jamais. Il y a tout un stress, puis il y a tout un beaucoup de travail qui va là-dedans. Puis... Mais je suis fière qu'il soit lu. Puis ça, c'est autant succès, plus au niveau financier, puis des ventes, puis tout ça, mais il y a aussi le succès qu'il y a autant de gens qui le lisent. Oui. Ça veut dire que ça rejoint... Ça veut dire que quelque chose dans ma voix puis dans comment je raconte les personnages va vraiment rejoindre les gens. Puis ça, je pense que c'est à la fois un talent, c'est à la fois du travail, puis c'est quelque chose dont je suis fière, c'est sûr. Ouais. Ouais. Donc, on va attendre impatiemment ton 5e roman. Tu as dit automne 2022, donc c'est pas si loin. Non, ça sent bien. Puis d'ici là, est-ce que tu vas continuer à faire des spectacles d'humour? Oui, je m'en vais faire ça là. Fait que, oui? Oui, OK. Ben, j'en fais à Montréal, puis j'en fais à Québec, puis j'essaie de m'en trouver. Je vais au Salon du livre de la BTB, puis là, j'essaie de me trouver une place là-bas. Ouais. Je me dis d'avoir des soirées d'humour. Si jamais quelqu'un sait, dites-moi. Donc, oui. OK. Donc, ça va être à Québec, à Montréal. Oui. Est-ce que tu as certaines dates déjà de... Mais je ne sais pas quand est-ce que tout ça va... Mais genre, sur mon Instagram, à partir du mois d'avril, disons. OK. Je fais des promotions. Et c'est quoi ton nom sur Instagram? MC_Chartier. MC_Chartier. C'est sa date. OK. Marie-Christine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment plaisant de discuter avec toi. Merci beaucoup à vous aussi, à la maison, d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt.